Salut tout le monde, bienvenue Stéphane. Je suis tellement content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Stéphane Roy, coach en communication, plus de 40 ans d'expérience. Tu as tout fait dans la vie. En fait, tu as été musicien, tu as été directeur de station de radio, tu as une voix incroyablement reposante à écouter. Donc, je t'ai invité parce que tu es vraiment un expert en communication. Alors, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir, très content de l'invitation. Quand tu dis que j'ai une voix très reposante, j'espère que ma voix ne sera pas endormante. Non. Non, mais t'as une belle voix smooth, agréable à entendre. Moi, j'écouterais des audios de Stéphane là, toute la journée. C'est tellement agréable. C'est trop gentil. Stéphane, je t'ai invité aujourd'hui parce que j'ai envie qu'on parle de communication. Je vais te demander de te présenter, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de communication et surtout de ce que tu vois avec tes clients, parce que les gens viennent te voir pour que tu les aides à mieux communiquer, hein, peu importe le médium, et tu vois tout plein de problématiques avec ces gens-là. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, expliquer un peu c'est quoi les problématiques que tu vois, parce que je vois beaucoup de gens qui sont même pas conscients qu'ils ont ces problématiques-là. Donc, j'aimerais ça qu'on amène un peu de conscience aujourd'hui dans cet épisode, si ça te va. Ben, absolument, je pense que c'est un plan qui est extrêmement intéressant. Excellent, merci. J'aimerais ça que tu te présentes un peu parce que, comme j'ai dit, tu as 40 ans d'expérience. J'aimerais ça que tu nous parles de tes moments clés. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui puis que tu as cette expertise-là, finalement? 40 ans d'expérience en communication professionnelle, j'ai commencé à 18 ans. Il faut savoir qu'avant l'âge de 18 ans, j'étais musicien, j'ai fait mes études en guitare et en chant au cégep. Et puis est arrivé un moment où, quand on est en musique au cégep, il faut passer des auditions. Donc, il y a une sélection qui est faite. N'entre pas qui veut. Et éventuellement, mon prof de guitare s'est assis avec moi pour me dire, écoute Stéphane, malgré tout le travail que tu fais, ton talent est limité. Pour moi, c'est important de te le dire. Et là, il m'a dit quelles étaient les perspectives pour moi. Ça m'a comme complètement... D'abord, j'ai apprécié son honnêteté, mais en même temps, ça m'a découragé. Et à partir de là, ça a remis en question plein de choses dans ma vie. Et j'étais quelqu'un de très timide. Plus jeune, je parlais très peu, j'avais très peu d'amis. Et au même moment, dans la même période où le prof m'a annoncé ça, ma blonde de l'époque m'a laissé. Et j'ai probablement fait ce qu'on appelle aujourd'hui une dépression, mais il y a 40 ans, c'était moins courant. On en parlait moins particulièrement chez les jeunes. Et ça m'a amené à faire une tentative de suicide. Mais je ne voulais pas mourir. J'ai compris plus tard que c'était un moyen de communiquer mon désarroi, mon incapacité, mon inconfort. Et ça a été, en anglais, on dit un game changer. Hmm. À partir de là, j'ai compris que je devais me prendre en main. Je suis allé suivre des cours de relations humaines, de communication qui m'ont amené à des cours d'animation radio. J'ai fait carrière comme animateur radio pendant une vingtaine d'années, dans 15 stations de radio, 4 stations de télé. Et ensuite, je suis devenu directeur. Et quand j'ai accompagné le premier animateur dans son développement, c'est comme si j'avais une révélation. C'est ce que je dois faire de ma vie. Coacher, accompagner des gens. C'est à partir de là que j'ai décidé d'ouvrir mon institution. Wow. Et ça fait 30 ans que l'institution existe. Oui, puis tu as coaché quand même vraiment beaucoup, beaucoup de gens depuis ce temps-là. Là. Je sais pas si tu as fait le décompte de combien tu as eu d'étudiants. C'est drôle que tu me poses la question parce qu'au début de l'année 2025, on a fait effectivement un petit bilan, 5228 personnes. Wow. Ça en fait Ouais, des étrangers, ça. ça fait du monde, effectivement. Puis là, peut-être des gens un peu de plein de niveaux, là, dans le sens que tu m'as déjà dit que tu aidais autant des professionnels qui veulent avoir des meilleures présentations à leur travail que des gens plus connus, mettons. Là. Tu m'as jamais dit non, mais tu sais, des vedettes, des gens qui ont besoin d'apprendre à exprimer des choses, des fois qui sont peut-être pas faciles. Donc, ton travail est très, très large, mais c'est vraiment toujours au niveau de communiquer. Puis j'aimerais ça que tu me parles des piliers que tu utilises pour communiquer. Je sais que tu utilises beaucoup la communication non verbale, ce genre de choses-là. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ces piliers-là que tu utilises. Alors, j'en ai plusieurs parce que j'adore apprendre. Et tu l'as dit, c'est très large, le spectre est très large et ça s'est développé au fil des années. Donc, ça nous a
obligés, en quelque sorte, à nous former, à nous adapter. Je prends un exemple concret, le début de la pandémie. Hmm. Au début de la pandémie, il y a plein de PDG d'entreprises qui me contactaient pour me dire ah, il faut se réorganiser dans nos communications. Comment on fait ça en virtuel? On n'a jamais animé une réunion en virtuel. Hmm. Ben, on a dû se former, nous, pour accompagner les entreprises et on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'utilise plusieurs piliers. Ça dépend et on travaille vraiment beaucoup à simplifier parce que au départ, c'était un peu complexe, laborieux. Les gens avaient une grille avec des exercices et ça pouvait représenter un 40 à 60 minutes quotidien Ouais. d'exercice pour intégrer. Maintenant, on y va avec une formule de 20 à 30 minutes. Hmm. Pourquoi? Parce que on a compris que la communication est plus simple qu'on le pense. Alors, l'outil le plus important pour communiquer, c'est lequel? La voix. Selon toi. La voix, OK? Et la voix est propulsée de quelle façon? par notre système pulmonaire et notre diaphragme. En plein ça. Et la voix transporte plein d'informations. La voix de l'énergie, de l'émotion. Donc, l'intention du message. Tu peux vouloir motiver quelqu'un, mais si tu es en colère, ta voix va transporter de la colère. Oui. Ce que la personne va comprendre, c'est la colère que tu vis et non le message de motivation. Alors, effectivement, on enseigne vraiment les bases et on insiste beaucoup. J'explique aux gens le fonctionnement du système nerveux autonome et à quel point actuellement dans la société on est dans un état d'anxiété et de stress. Effectivement, la voix est plus haute, le débit est plus rapide, les gens se bousculent, se parlent très rapidement. Alors ça affecte négativement la communication. Et tu disais tantôt, on coach, on accompagne beaucoup de gens. Ben oui, parce que la communication, elle est partout, mais elle n'est pas enseignée. Elle Hmm. n'est pas enseignée à l'école et nos parents ne nous donnent pas de cours de communication. Malheureusement, non. Alors Donc, voilà ce qui explique toutes sortes de problématiques ou de défis de gens qui ont l'impression qu'ils ont un potentiel ou pas. De gens qui me disent ah oui, mais toi, je comprends pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu as été animateur, parce que tu as une belle voix. Je dis à la personne merci pour le compliment, mais ma voix est travaillée. oui. Ça fait 40 ans que je travaille ma voix, que je l'entraîne tous les jours. C'est comme les cordes d'une guitare. Si la guitare est désaccordée, le son va être très désagréable. Si on accorde la guitare, ben là, ça devient mélodieux et très agréable à entendre. Exact. Exact. J'ai toujours un petit Stéphane dans ma voix là, quand je m'entends puis que je parle trop vite, trop élevé, que je prends pas le temps de respirer. Là. Ah, oui, c'est vrai. Faut que je redescende. Je me dépose. Y a rien qui presse. Je prends le temps de communiquer. Donc, Puis ça peut sembler banal, mais j'étudie la neuroscience depuis 3 ans et le premier apprentissage que j'ai fait, c'est l'état dans lequel tu es et l'état dans lequel tu places ton interlocuteur. mhm. Si tu es dans un état de stress, tu installes le stress. Il y a des études en neurosciences qui sont extrêmement intéressantes sur l'impact d'un prof devant la classe. Ouais, En 2 minutes, l'ensemble de la classe va respirer comme le prof. ouais. C'est impressionnant, hein? Alors, j'ai beau apprendre à bien parler, avoir un vocabulaire extraordinaire, avoir une prononciation impeccable. Si je suis dans le mauvais état, ben, je crée une communication qui n'est pas optimale. Ouais, puis les gens écoutent beaucoup moins quand il y a un état de stress. Et ça prend un état beaucoup plus ouvert, beaucoup plus léger pour pouvoir être réceptif. C'est facile à comprendre, Daniel. Si je suis dans un état de stress, je suis en protection. Ouais, Parce que mon cerveau est en hypervigilance, donc c'est comme s'il y avait un danger là, imminent, un danger potentiel dans la pièce. Alors, je ne suis pas en ouverture et donc en mode écoute. Je suis en mode protection et je m'apprête à riposter. effectivement. Très mauvaise position. Ben, justement, c'est un des problèmes. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des problématiques pour lesquelles les gens viennent te voir. Parce que je pense que les gens, des fois, soit ils sont pas conscients, soit ils sont conscients, mais ils pensent qu'ils n'ont pas de solution. Hein, tu l'as dit, il y en a qui disent oh ben là, on sait bien, toi, ça fait 40 ans, c'est sûr que tu as une belle voix, moi, hein. Mais les gens se découragent avant de savoir qu'est-ce qui est possible, des fois.
J'aime beaucoup utiliser comme outil l'hypnose conversationnelle et des techniques de PNL, de programmation neurolinguistique. Et l'un de mes plaisirs, c'est de surprendre et de provoquer mes clients pour les amener à réagir rapidement et à intégrer rapidement. Ouais. J'ai un client qui arrive la semaine passée qui me dit, c'est la première fois qu'on se rencontre, je suis un très mauvais communicateur, je n'arrive pas à me faire comprendre, vraiment, je ne suis pas un bon communicateur du tout. Je dis, OK, c'est intéressant ce que tu me dis, tu es à la bonne place, raconte-moi ce qui t'a amené à cette conclusion. Et la personne me raconte en 3 minutes sa problématique, et une fois qu'il a terminé, je fais une longue pause, je le regarde, je lui dis, c'est quand même curieux, parce que ta prémisse, c'est que tu n'es pas un bon communicateur, tu viens de m'exposer ça en 3 minutes et j'ai tout compris. Puis là, je fais une longue pause et je le regarde. Et là, je vois ses yeux partir dans toutes sortes de directions. Et là, il y a une réaction. Défaire des croyances. Parce que ça, c'est une croyance très limitante. Et c'est pas la vérité. Je lui dis, malheureusement, ce que tu me dis n'est pas vrai. Double provocation. Et on est au début de la rencontre, puis là, il me dit, mais quoi? Je suis pas un menteur. Je dis, non, 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 je dis pas que tu es un menteur, mais ce que tu viens d'affirmer n'est pas réel. Ouais. Alors ça, c'est mon plaisir, ça. Donc, les problématiques, c'est souvent des croyances limitantes, des généralités. Je suis jamais capable de faire des présentations efficaces. La performance, je dois performer. Je joue ma carrière lors de ma prochaine présentation. Des gens qui n'ont pas confiance en eux. Et attention, on pourrait penser que les gens qui n'ont pas confiance sont plutôt jeunes. Moi, j'ai un juge en ce moment. J'ai des ministres, j'ai des PDG, des gens de tous les âges. Alors, il n'est pas vrai que le manque de confiance va surtout se remarquer chez les jeunes. Oh, c'est très large. Oui. En fait, souvent, les gens ont appris à le cacher. Puis, Ouais, en réalité, moi, ce que je vois, parce que je parle à beaucoup d'entrepreneurs de plein de niveaux, plein de calibres différents, puis ce que je vois, c'est que même les gens qui ont une carrière avec un gros succès, effectivement, ils ont des moments de doute. Il y en a plein qui sont des fois à 2 doigts de tirer la plug là, quand ils m'appellent, là, puis là, je dis, wow, wow, attends, on va prendre la perspective. On travaille pas de la même manière, on travaille sur différents angles, mais ouais, effectivement, on remarque ça tous les deux. C'est vraiment fascinant de voir à quel point, de façon très large, les gens manquent de confiance en eux, puis les gens qui sont pas dans leurs souliers ont toujours l'impression que oh my god, cette personne-là, elle a l'air rayonnante, elle a l'air tellement forte, tellement en confiance, puis là, à l'intérieur d'elle, la personne, c'est comme shit. ouais, exactement. Des gens qui misent trop sur l'apparence, et je parle pas de l'apparence physique nécessairement, je parle de, par exemple, un PowerPoint ou Oui. des vidéos pour appuyer ma Mm. présentation. Ça, c'est parfait. Je dis à la personne, c'est parfait, mais ça, c'est un feu d'artifice. Et les gens vont pas assister à un spectacle de feu d'artifice. Ils sont là pour t'écouter, t'entendre. Toi, comment tu t'es préparé? Qu'est-ce que tu mets de l'avant? Oui. Alors ça aussi, c'est un point que j'observe souvent. Les gens se préparent plutôt mal. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une ère où la technologie est très, très, très développée, Mm. mais la base n'est pas là en communication. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, on n'enseigne pas à l'école à faire des présentations efficaces. Chaque prof y va de sa façon de, mais il n'y a pas de structure d'enseignement sur qu'est-ce qu'une bonne présentation et qu'est-ce qu'une bonne préparation optimale pour réussir à faire une bonne présentation. Mm. Effectivement. C'est vrai, je le vois, moi, chez mes clients, quand je leur dis, bon là, tu vas préparer ton atelier, tu vas... Puis, c'est ça, les gens, ils sont pas trop sûrs quoi dire, fait que c'est pour ça que je leur fournis Ouais, souvent des gabarits, puis on va aller, vas-y dans ces étapes-ci, là, déjà, tu vas avoir quelque chose qui va se suivre, ça va tenir. Encore là, c'est mon gabarit, comme tu le dis, chaque prof, il va avec son approche. Puis effectivement, à la présentation, les gens me disent, bon, ok, je suis pas mal prêt, ok, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer? Ben, j'ai écrit des notes là, pour chacun des points que tu m'as dit. Tu l'as-tu essayé, voir ça coule-tu ton affaire ou si ça fait puis là tu vas t'arrêter en plein milieu puis tu tel- vas être perdu? tellement important. Ce que tu viens de dire, là, on l'a vécu et je me souviens avec mes coachs, parce que j'ai une équipe de coachs il y a quelques années,
le coach me dit, pourtant, je comprends pas, avec tel client, on a de la difficulté à l'amener plus loin. Hmm. Et pourtant, il me dit répéter sa présentation et je lui dis OK, mais il répète de quelle façon? Ah, je lui ai pas posé comme question. Je vais lui poser la semaine prochaine. Au prochain coaching, il lui pose la question comment tu te prépares, comment tu répètes pour finalement se rendre compte que le client répétait dans sa tête. Hmm. Il avait sa structure sur papier, mais il n'a jamais répété à voix haute. Ouais. Alors, ne jamais négliger cette portion de la préparation. Il faut répéter son message à voix haute parce que tu le dis. Parfois, ça coule pas. Sur papier ou dans ma tête, c'est clair. Ouais. Et lorsque j'arrive pour l'exprimer, c'est Pas comme fluide. pas naturel ou ça coule pas ou ça Ouais. bloque ou peu importe. Puis les gens négligent aussi l'aspect émotionnel de leur présentation parce que souvent, il y a des aspects qui vont être plus factuels, mais il y a des aspects qui sont plus émotionnels. Moi, je sais que la plupart des gens, quand je les coach sur faire un lancement, donc faire des webinaires ou des défis ou des trucs comme ça va souvent bien dans la partie où est-ce qu'ils sont dans leur zone de confort ou leur force. C'est leur zone où est-ce qu'ils enseignent, ils expliquent des choses, sont vraiment dans leur force, dans leur expertise. Mais là, quand ils arrivent à la fin, où est-ce qu'il faut qu'ils parlent de leur offre, il faut qu'ils parlent qu'ils ont quelque chose à vendre, il faut qu'ils invitent les gens à s'inscrire puis les aider à prendre une décision. Oh là, souvent, ils nous rapetissent ça, là. Ouais, fait que j'ai un programme, puis c'est ça, si ça t'intéresse, tu peux m'écrire. C'est Là, ça. t'es comme, attends, là, Presque t'étais gêné de le dire. complètement. T'étais dans ta puissance, là, jusqu'à ce moment-là, puis là, ça fait Ouais, fuit. Puis là, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de vente. exactement. Il y a quelques semaines, je suis un client, j'ai un représentant devant moi, c'est la première fois qu'on se rencontre, ça fait 3 minutes qu'il est face à moi et il me dit faites-moi confiance. Ma réponse, ça a été non. Tu aurais dû voir le visage du représentant. Et là, j'ai fait une longue pause. Je disais tantôt, j'adore m'amuser avec les malaises. Je fais une longue pause et je lui dis je ne veux pas être bête avec vous, mais ce que vous me demandez, ça ne se fait pas sur commande. Ça se crée ou pas. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de vous aimer. Alors, la confiance, elle va se créer, mais donnez-moi plus que 3 minutes. Parce que là, ça fait 3 minutes. Je ne sens pas en ce moment que j'ai confiance en vous parce que je ne vous connais pas. Et ça l'a complètement déstabilisé. Là. Pour le reste de l'échange, là, j'avais l'impression qu'il ne savait plus quoi faire, plus du tout comment m'approcher, au lieu d'être naturel. Ouais, Mais aujourd'hui, on veut rapidement obtenir un résultat. On est dans un monde où tout va vite et de plus en plus vite. ouais, Mais une relation, ça prend du temps à bâtir. Ça ne peut pas se bâtir comme ça. Parfois, oui, ouais. mais Des pas tout fois, le temps. il y a une petite magie qui s'installe, puis ça clique vite, là. Mais Oui, oui, exact. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une des choses que je mentionne souvent à mes clients. Souvent, ils me disent là, j'ai fait un événement, j'ai pas fait assez de ventes. Oui, mais t'as semé des graines, t'as commencé à créer une relation. Il y en a pour qui ça a été l'amour fou tout de suite, mais il y en a d'autres pour qui ça va prendre un peu plus de temps. Exactement ce que tu dis. Puis il faut pas sous-estimer ça, en fait. On oublie souvent, surtout à l'ère du numérique où tout va vite avec l'intelligence artificielle, on oublie que on est des humains. On interagit avec des humains. Puis souvent, il y a plein de trucs entre nous, mais au final, dans l'entreprise comme dans la vie quotidienne, c'est d'humain à humain que ça se passe. Et ce qui communique le plus d'informations, ce ne sont pas les mots, c'est le non-verbal, le paraverbal, le ton de voix, le rythme, l'énergie, l'émotion. Alors, tout ça communique énormément d'informations et comme je le dis souvent à mes clients, la personne qui est face à toi ne croira pas tes mots si ton corps ne dit pas la même chose que tes mots. La Ouais. personne, elle va croire ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit de toi, comme un chien. Pouf, oui. T'as beau me dire, ah, moi, j'adore les chiens, moi, j'ai des chiens depuis longtemps. Alors, si, j'ai un de mes amis qui me dit ça à chaque fois, ah, j'adore ton chien, puis à chaque fois qu'il approche mon chien qui s'appelle Yepa recule, puis je vois qu'elle a peur. Puis il me dit, mais je comprends pas pourquoi elle a peur, j'adore les chiens. Mais je dis, elle ne comprend pas tes mots. Mais elle lit ton non-verbal, ton énergie, et clairement, elle n'est pas en confiance en ce moment. Ouais, c'est vrai. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les deux sens,
les humains qui communiquent souvent ne sont pas conscients de ce que leur non-verbal ou paraverbal dit. Exactement. Et à l'inverse, les gens, souvent, ils regardent quelqu'un, ils écoutent quelqu'un, puis ils vont sortir avec un feeling mix, puis des fois, ils seront pas capables de mettre le doigt dessus. Ils vont dire, c'est drôle, je l'écoutais, ça avait du sens, mais je sors avec un truc, puis je comprends pas. C'est parce que c'est ça, les gens, on est trop dans notre tête souvent quand on communique, autant quand on parle que quand on écoute, puis on n'observe pas le reste de nos capteurs, on va dire, qui captent le C'est message. en plein ça. Je pose régulièrement cette question à mes clients. Dans quel état es-tu? Hmm. Et tu me parlais tantôt des outils. Le dernier outil qu'on utilise, qui a révolutionné, moi, c'est ce qui me motive à continuer à coacher, c'est qu'il y a tellement à apprendre encore. La théorie polyvagale, la TPV. Alors, très simple. On a un nerf vague dans le corps. Le nerf vague, lorsqu'on parle d'un choc vagal, hein, quelqu'un qui s'évanouit, bon, le nerf vague, c'est le nerf qui est le plus présent dans le corps. Il relie plusieurs organes et, entre autres, il travaille avec le système nerveux. Et la théorie polyvagale a été développée par le docteur Stephen Porges, qui, lui, a établi 3 états. L'état sympathique. Alors, quand je suis dans un état sympathique, ma respiration est thoracique, et mon débit est rapide, je vais avoir de la difficulté à écouter, je vais interrompre l'autre, je vais faire des gestes rapides, je suis dans un état de stress. L'état dorsal, je suis comme figé, je parle peu, j'observe, j'analyse, je suis pas à l'aise du tout, je fais le mort, je veux pas que les gens me remarquent. Et le 3e état, qui est l'état optimal, c'est l'état ventral. Je suis détendu, je suis en ouverture, j'accueille ce que tu me dis, je t'écoute avec intérêt. Alors, je dis souvent à mes clients, à partir du moment où je t'ai enseigné cette technique, là, j'ai fait un résumé, je vais plus loin, évidemment, dans le coaching. À tout moment, pose-toi la question, suis-je dans le bon état pour communiquer? Parce qu'on peut être dans un état sympathique. Si on veut convaincre quelqu'un, c'est le bon état. L'important, c'est de se ramener dans un état, non pas dorsal, mais ventral, quand on va écouter la personne. Effectivement, on écoute beaucoup mieux. Absolument. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme problématique avec tes clients? Les gens qui pensent, par exemple, que c'est un don, bien communiquer. Les gens qui se comparent. Des gens, ce matin, j'ai une cliente. Elle est courtier et elle me dit, je lui donne un exemple d'un exercice, puis elle me dit, ah, oh, j'aimerais tellement être comme toi. Toi, tu as un talent naturel. Et là, je la regarde et je lui dis, pardon, qu'est-ce que tu viens de me dire? Répète-moi ça, s'il te plaît, en me regardant dans les yeux. Elle me le répète. Je lui dis, ça m'insulte parce que ça fait 40 ans que je travaille à développer ça. Donc, ce n'est pas un talent naturel, c'est quelque chose qui a été travaillé, qui a été développé. Et si j'y suis arrivé, tu peux y arriver toi aussi. Mais donne-toi le temps. On est à la séance 2. Ouais. Les gens veulent aller vite. Les gens ont l'impression qu'ils ont ou pas le talent. Et constamment dans la comparaison, parce que les réseaux sociaux amènent ça. Hein, on regarde les gens vivre leur vie sur les réseaux sociaux, puis on se compare. Oh, lui est allé en voyage à tel endroit. Wow, il est chanceux. Lui a telle voiture. Lui a tel. Regarde-toi. Regarde tes capacités à toi. Comment tu peux les développer. Oui. On a l'impression que la communication, c'est un talent avec lequel on naît ou pas. Alors que la communication, c'est naturel et tout le monde naît avec la faculté de communiquer. Complètement. J'imagine que ces gens-là se rendraient pas jusqu'à toi, mais moi j'ai remarqué que certaines personnes, justement par ce manque de confiance-là, par ce désir d'aller plus vite ou trop vite, vont utiliser beaucoup d'intelligence artificielle pour créer leur contenu et même des fois, on est rendu là, parler à leur place, là, faire des trucs déjà presque tout mâchés pour eux. Comment tu vois ça, toi, en tant que communicateur?
tu as tout à fait raison. J'ai des clients qui m'arrivent avec un message. D'ailleurs, quand je reçois un courriel, souvent je détecte assez rapidement que c'est un courriel qui a été rédigé par ChatGPT. Hmm. Et lorsque j'ai une relation assez solide avec la personne, je vais lui demander. Et la personne me dit, mais comment tu as fait pour deviner? C'est simple, je connais ton vocabulaire, et ce que je lis ne correspond pas à ce que je connais de toi. Ouais. Ah! Ouais, mais ça fait beau ce que j'ai écrit. Oui, ça fait beau, les phrases sont bien structurées, le vocable est intéressant, mais c'est pas toi. C'est effectivement le Alors, problème que... ben oui, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qu'on veut voir, c'est l'unicité de la personne. Et on est tous uniques. Alors, l'émotion, pour nous, là, l'émotion, c'est le carburant de la communication. Et l'intelligence artificielle ne peut pas transmettre d'émotion. J'aime ça, ce que tu viens de dire là. J'aime beaucoup ça. L'émotion, c'est le carburant de la communication. C'est tellement vrai. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que les gens, des fois, ont peur de leurs émotions. Absolument, c'est encore tabou, mais vraiment aujourd'hui. Moi, je suis thérapeute en psychotraumatologie. Ce que ça veut dire, en termes clairs, c'est que je travaille avec l'émotion, la régulation émotionnelle. Donc, j'amène des clients qui ont des blocages, qui ont des traumas. Puis ça aussi, c'est un mot tabou. Les gens, ah, trauma, j'ai pas de trauma, j'ai pas vécu de viol ou d'accident. Attends une minute, un trauma, on en a des milliers. Tu as vécu une situation devant, par exemple, moi, je me souviens d'une situation que j'ai débloquée où j'étais adolescent et je confrontais mon papa. Et mon papa avait le visage là, très près de moi et je voyais ses yeux presque exorbités. Et dans ma tête, l'association qui s'est faite, c'est mon père me déteste. Alors imagine l'impact que ça a eu, et je vais aller plus loin, l'impact que ça a eu dans mes relations professionnelles. Chaque patron que j'avais de la difficulté avec mes patrons. Wow. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une amie thérapeute qui m'a dit, ah ah, problème avec l'autorité, on va aller vérifier quelque chose. Ferme-toi les yeux, imagine ton père devant toi, comment tu te sens? Je me sentais exactement comme ça avec mes patrons. Wow. Alors on a débloqué, on a libéré l'émotion qui était là, qui était une émotion pas réelle. Mon père ne me déteste pas, c'est mon cerveau qui a perçu et interprété. Donc je dis toujours à mes clients, ce que tu me racontes, c'est ta perception de la réalité, mais ce n'est pas la réalité neutre. Oui. Et le cerveau perçoit, interprète et classe tout ce qu'il vit. Oui. Puis il peut se tromper, souvent. C'est exactement ce que j'allais dire. Ne jamais croire sur parole son cerveau. Ça sonne difficile à faire pour les gens qui savent pas comment, mais Ouais. effectivement. Ben, en fait, quelqu'un qui m'arrive et qui me dit, ben, j'ai vécu ça. J'ai un autre exemple. Deux vice-présidents. On s'entend, là, des gens qui sont dans une hiérarchie, un poste très élevé, qui sont en conflit. Et l'un des deux me dit, lorsque je le rencontre individuellement, je rencontre les gens chacun de leur côté pour résoudre le conflit, trouver un filon pour les ramener. Donc, Oui. je rencontre cette personne qui me dit, mon collègue ne m'aime pas. Wow, hey, c'est pas facile, ça. Et comment il te dit ça? Ben, il me l'a jamais dit. Tu vois? Je remets en question ce que son cerveau lui amène. OK, mais s'il te l'a jamais dit, comment t'en es arrivé à cette conclusion? Ben, quand il m'écrit un courriel, il m'écrit pas bonjour, puis il s'informe pas de moi, puis OK. Donc, il va chercher l'information. Effectivement, il y a juste ça qui l'intéresse. Il va juste chercher l'information. OK, mais est-ce que ça veut dire qu'il t'aime pas? Ben, et là, on commence à détruire la perception. Oui. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire. Prendre une perception que vous avez, la mettre sur la table devant vous et la questionner. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est intéressant. Une mini parenthèse, tu sais, on le voit ça souvent. J'ai été longtemps en entreprise, puis on le voit souvent. Tant que j'ai pas eu de. À l'époque, ils nous ont fait faire un exercice que j'ai adoré, c'était des exercices de personnalité, tu sais, pour comprendre. Puis là, il y en a plein des exercices là, pour Ouais. déterminer ton type de personnalité. Puis on Ouais. rappelle, comme en PNL, que la carte n'est pas le territoire. C'est juste un exercice qui donne une perspective sur comment tu es par rapport à d'autres personnes.
Mais ça m'avait tellement ouvert les yeux de réaliser que, ah oui, ok, il y a des personnes pour qui c'est super important. Moi, je serais probablement la personne qui se ferait détester là, par ton monsieur parce que, justement, moi, je vais souvent to the point. Je vais directement à l'information. Je perds pas mon temps à raconter tout plein d'affaires. Mais, par exemple, ma conjointe, c'est l'inverse. Elle est beaucoup plus dans les détails, dans les émotions, puis machin. Puis le fait est pas si important que ça, mais quand elle va t'expliquer un fait, elle va l'enjoliver avec tout ce qu'elle a vécu émotionnellement autour de ça. Puis moi, ça a pris du temps avant que j'apprenne à apprécier ça d'elle, puis de faire ah oui, ok, je vois ton cheminement intérieur. Je vais le dire comme ça. Je m'en fous un peu parce que c'est pas quelque chose qui est important pour moi, mais maintenant je comprends que ça l'est pour toi. Je te laisse aller, puis je t'écoute. Mais elle comprend aussi que moi, je vais tout de pointe, puis elle se complexe pas du fait que je vais pas passer dans 1 million d'affaires en lui expliquant quelque chose. Puis c'est super intéressant, mais tant que les gens comprennent pas que on a différents styles de fonctionnement, puis si tu interprètes le style de fonctionnement de l'autre comme il m'aime pas, il me déteste, ou s'il est méchant, ou peu importe, tu passes à côté d'une grosse partie de la réalité, parce que c'est juste, il fonctionne différemment. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes encore en couple et ça fait quand même plusieurs années. Oui, oui, ça fait 27 ans. Ça veut dire que vous avez réussi à trouver un moyen euh, hein, où Ouais, vous rejoindre et complètement. pour vous comprendre. Oui, fait que oui, on peut avoir des relations profondes et satisfaisantes avec des gens qui sont très différents de nous dans leur façon d'être et de s'exprimer, mais il faut être conscient de ça. Dans l'histoire que je racontais pour amener la conclusion, le vice-président avec lequel je parlais, qui disait que son collègue ne l'aimait pas, interprétait principalement les courriels et textos qu'il recevait. Hmm. Lorsque j'ai rencontré son collègue et que je lui ai demandé est-ce que ça t'arrive de t'intéresser, il a dit moi les communications écrites là, j'aime pas ça, je trouve ça froid. Et les deux communiquaient essentiellement parce qu'un était à Toronto, l'autre à Montréal, essentiellement par courriel et texto. Ah, mon Dieu. Lorsque je leur ai suggéré de se parler, ça a changé la dynamique. Eh Et oui. ils n'ont pas eu à faire d'efforts parce que lui, quand il parle, le deuxième VP, lorsqu'il parle au premier, il s'y intéresse. Il pose des questions. Comment ça va? Comment tu as vécu ton week-end? Parce que là, c'est le contexte qui amène cette possibilité d'échanger. Pour lui, écrire un courriel, c'est aller chercher une information et ce n'est pas questionner sur comment tu as vécu ton week-end ou ton voyage. Ah, ça, c'est intéressant. Fait que une classification très claire dans sa tête de courriel, texto, très factuel, mais je te vois, là, on parle, puis on prend un café. Ah, ça, c'est intéressant. Et je vois ça très, très, très souvent parce qu'on a trop d'outils. En 2025, on a trop d'outils pour communiquer et souvent, on n'en maîtrise aucun. Puis il n'y a Je- pas de règles précises, là. Est-ce qu'il y a des règles précises? Souvent, dans une organisation, lorsqu'on va travailler un plan de communication, je pose la question. Comment ça fonctionne ici, les réunions? Est-ce que vous avez, dans chaque département, établi une stratégie, c'est-à-dire on fait une réunion de 30 minutes une fois par semaine? Ben non, chacun décide. Bon, quand il y a un congédiement, il y a une embauche, vous communiquez l'information de quelle façon? Euh, J'entends ça, là, des hésitations, des gens qui me disent, ben, ça dépend de... Hmm. Non, ça ne devrait pas dépendre de. Lorsque tu appelles le service d'incendie, tu veux pas entendre la personne te dire OK, mais là, ça dépend selon ce que vous me donnez comme information. Est-ce que j'envoie un camion, deux camions, pas de camion? Non, 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 non. Il y a une urgence et on envoie le service. Ouais. Alors, c'est super important d'avoir cette planification, cette structure pour permettre à l'entreprise et aux employés surtout d'être rassurés. Mhm. C'est complètement vrai. Je me souviens d'une situation que j'ai vue où est-ce qu'une personne, justement, elle manquait de cadre. Elle savait plus quel était son rôle, elle savait plus quelle était sa place. Il y avait un flottement, une transition dans l'entreprise. Puis la personne était en panique intérieurement parce qu'elle avait plus de points de repère, elle avait pas de critères, elle avait rien, elle était juste j'existe dans cette affaire-là, puis je sais pas à quoi je sers. C'est effectivement super important d'avoir certains cadres dans des situations qui sont justement plus insécurisantes. Euh,
Moi, je le vois aussi beaucoup maintenant, euh, ben, moi face à mes clients, mais aussi ce que j'enseigne à mes clients de créer ce cadre-là. Quand tu accueilles quelqu'un dans ton accompagnement, c'est quoi le processus? Comment tu accueilles ces gens-là pour qu'ils se sentent compris, qu'ils sachent exactement dans quoi ils s'embarquent, à quoi s'attendre, hein? Les gens ont besoin de savoir à quoi s'attendre, puis quoi faire si j'ai un problème. Tu sais, c'est le minimum, là. Le minimum. En fait, au départ, c'est la première chose qu'on enseigne à tous nos clients. Ton cerveau, chaque fois qu'il communique, sait qu'il prend un risque. Et ton cerveau n'aime pas prendre des risques parce que sa fonction première, c'est la survie. Hmm. Donc, chaque fois qu'il prend un risque, ben, il te met à risque. Donc, ce qu'on veut créer en communication, la première chose, c'est de la sécurité. Et nous, depuis quelques années, on travaille sur la communication avec soi. Hmm. Avant, on commençait tout de suite avec la communication avec l'autre. Mais maintenant, on dit à tous nos clients, avant de bien vouloir communiquer avec les autres, tu dois apprendre à bien communiquer avec toi. Donc, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je me sens solide lorsque je pense au message que j'ai à livrer dans tel contexte avec telle ou telle personne? Ouais. C'est vrai que c'est super important. J'aime ça comment tu l'as simplifié parce que ça m'a fait penser à plein de gens qui, justement, quand je leur dis, OK, là, tu vas te mettre à faire des lives, tu sais, que ce soit sur Instagram, Facebook, machin. euh, Puis j'ai jamais pensé leur dire ça, de se parler avant. Parce qu'effectivement, c'est ça, comme tu l'as dit, ils s'apprêtent à communiquer, ils ont peur, mais effectivement, avoir un dialogue. Je sais pas. Intérieur. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, mais un dialogue rassurant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Oui, Un oui, dialogue absolument. rassurant. Ouais. Absolument. Puis observer ses pensées ou observer ce qui se joue dans notre tête, c'est aussi avoir accès à notre état. Parce que parfois, les gens sont dans leur tête, tu le disais tantôt, ne sont pas dans leur corps. Je dis à la personne qui est beaucoup, beaucoup cérébrale dans sa tête, je lui dis, OK, là, si je te dis, tu as une présentation à faire dans tel ou tel contexte, ferme-toi les yeux, mets-toi dans ce contexte-là. Comment tu te sens? Bon, des fois, la personne, elle va me décrire, bon, je ressens du stress. Des fois, elle va me dire, ben, je me sens bien. OK? Puis, quelles sont les pensées qui viennent maintenant? Qu'est-ce qui roule dans ta tête? Et là, ah, je vais me planter, ou je suis pas assez préparé, ou ah, OK. Et quand tu te connectes à cette pensée, qu'est-ce que tu ressens? Et là, ils ont accès à l'émotion. Très vrai. Très, très vrai. Alors, c'est essentiel parce que Henry Ford disait, si tu crois que tu vas y arriver, si tu crois que tu y arriveras pas, dans les deux cas, tu as probablement raison. Oui, tout à fait. Les croyances, c'est fondamental. Et on n'a pas été habitué à les détecter, nos croyances. Alors ça, je vois ça beaucoup, malheureusement, des gens qui tirent des conclusions. Puis je leur dis, ben, ta croyance, c'est un GPS programmé. Et plus ta croyance est précise, plus ton adresse est précise. Et comme ton GPS, il va t'amener exactement à l'endroit où tu l'as programmé. C'est tellement de bonnes métaphores. C'est exactement ça. Si tu crois que tu vas réussir, ça va t'amener à la réussite. Si tu crois que tu vas te planter, ça va t'amener à te planter. Puis le cerveau, c'est un ordinateur, donc on peut le programmer. Les gens ont l'impression que c'est le cerveau qui nous dirige. Oui, pour plein de fonctions. Hein. Je ne pense pas à respirer, je ne pense pas à digérer, je ne pense pas à ce que mon cœur batte. Il bat mon cœur. Ça, Ouais, c'est parfait. C'est la partie, je dirais, automatique, mais toute la partie, ce que je veux réaliser, ce que je veux faire, la partie, mon potentiel, mes capacités, ça, je peux développer ça. Je peux programmer autre chose. complètement. Moi, j'ai ma première prise de conscience solide avec ça. À la base, je suis un programmeur analyste, donc programmer des ordinateurs, je comprenais le concept très très bien. Mhm, Puis après le burn-out que j'ai fait, moi, je suis tombé sur une formation en psychokinésiologie. Puis là, c'était super intéressant parce que la base de cette formation-là, c'était on apprend à tester avec un test de muscle les croyances mhm. que tu as en toi. Puis là, après ça, on apprenait à changer les croyances. Puis là, ça a fait Pouh! Oh my God! Je suis un ordinateur. Je peux changer mon programme pour atteindre mes objectifs.
quand j'ai fait cette prise de conscience-là, ça m'a tellement ouvert les yeux. Ça m'a vraiment aidé à sortir de l'état de victime de «Ah, c'est ça, je subis ma vie, j'ai pas trop de contrôle». Non, 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 non. Jusqu'à maintenant. Mais quand tu comprends que tu peux changer ta programmation, oh, il n'y a plus vraiment de limite, là. Mais pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à communiquer et à être à l'aise dans nos communications? Si on recule, là, qu'est-ce que c'est communiquer? C'est quoi l'importance de la communication dans une vie? Hmm. Qu'est-ce que ça permet de créer? Ça permet de créer une communauté, des relations, ça te permet de survivre, hein. Originalement, si t'étais tout seul, bonne chance. Voilà. Donc, faire partie du groupe, avoir une communauté. Alors, si on va à l'inverse, quelles sont les peurs qui peuvent être reliées à l'idée de s'exprimer? Être rejeté par sa communauté, éventuellement mourir. Ce qui signifierait, effectivement, et tu vois la technologie, là, tu vois Ouais. le pouce qui apparaît, là. Alors, c'est exactement ça, ce que tu viens de dire. C'est le jugement et le rejet. Et le rejet, pour notre cerveau émotionnel, signifie la mort, parce que si je suis rejeté, comme mes ancêtres, je vais me retrouver seul face à Ouais. Ça, j'ai été plein fasciné. d'inconnus. Quand, justement, ce que tu disais, là, tu sais, questionner la personne, qu'est-ce qu'elle pense, puis comment elle se sent quand elle connecte avec cette pensée-là. Quand j'ai appris à faire ça, moi, j'étais fasciné de voir combien de pensées t'amènent une émotion qui est un feeling de «je vais mourir». Là, tu te dis, attends, on est en, tu sais, 2000 et plus, là, c'est rare que tu meurs comme ça, là, tu sais. On est dans une bonne société pour survivre longtemps. Mais il y a quand même ces pensées-là qui nous amènent un feeling de «je vais mourir», alors que c'est plus vrai, mais c'est encore programmé à l'intérieur de nous. Donc, Et on a besoin les uns des autres. Et ce qui est très, très difficile et anxiogène en ce moment, c'est qu'on est de plus en plus individualiste. Alors les gens se referment sur eux-mêmes, ne se parlent plus assez. Je le vois, moi, en marchant sur la rue, je dis bonjour à la personne, puis les gens sont pas toujours à l'aise de me répondre. Parfois, ils font semblant qu'ils m'ont pas compris. Euh, on peut pas être bien quand on vit des relations comme ça. On a besoin de se sentir connecté. ouais. Il y a une question de contexte aussi. Moi, je me souviens que j'ai habité à Montréal pendant longtemps. Puis, je suis un peu autiste, là. Maintenant que je sais que mes garçons sont autistes, je me reconnais beaucoup dans ces processus-là, puis ces façons de penser-là. Puis, je me souviens, moi, jeune, je disais bonjour à tout le monde. Puis, ça a été tard où est-ce que un moment donné, je me suis fait chicaner par de mes amis. C'est quoi ton problème? Puis, je fais, ah, ok, on peut pas dire bonjour à des gens qu'on connaît pas. D'accord. Mais je suis chanceux ici, je suis en campagne maintenant. Puis les gens sont plus ouverts, je sais pas, il y a moins de pression, il y a moins de risques aussi. Je sais pas, mais c'est plus fluide. Fait qu'il y a une question de contexte aussi, j'imagine, mais Ouais. effectivement, dans les villes, je le vois, les gens sont fermés, puis ils ont leur téléphone comme ça, puis c'est comme, ça devient une barrière. Tu sais, je me protège du monde en ayant la face dans mon téléphone au lieu de rentrer en relation avec plein de gens qui pourraient être des belles découvertes. Oui, absolument. Alors, s'ouvrir, observer, euh, tester, ne pas rester dans sa bulle, mais en sortir, ce qu'on appelle la zone de confort. Le cerveau veut nous garder dans ce qu'il connaît. Tout ce qu'il ne connaît pas représente pour lui un risque, Ouais, danger potentiel. danger potentiel. Donc, les gens qui ont peur de parler en public, souvent, vont garder cette peur pour eux. Moi, je leur dis, exprime-la. Fais une blague. En veux-tu une autre anecdote? Vas-y fort. J'ai une chimiste en chef qui m'appelle, en panique. Elle pleure. Elle me dit, j'ai une présentation jeudi, je pense que je vais mourir. J'espère être malade ou avoir un accident de voiture. Je ne veux pas faire cette présentation, mais je n'ai pas le choix. Il y avait une fusion d'entreprise et elle devait présenter à tous ses collègues et ses futurs collègues, de même que toute la direction, comment fonctionne son département. Elle me dit, je suis terrorisé. J'ai une place, donc une séance avec elle, le mardi soir. Elle vient me voir et là, je me dis, comment je vais faire pour l'aider? Une séance d'1 heure. Et l'idée que j'ai en l'écoutant, c'est de... Parce qu'elle était stressée, elle anticipait, donc elle était dans l'anxiété, et elle me dit souvent, c'est au début que ça se passe. Alors, on a misé sur son début de présentation. J'ai trouvé une image d'un chevreuil avec les yeux exorbités. C'est un dessin animé face à une voiture, donc face au phare d'une voiture, et on a utilisé ça comme image de départ. C'est une chimiste en chef.
Donc, j'ai dû me buter d'abord à sa résistance de je vais avoir l'air ridicule de présenter ça. Oui. On a travaillé son intro. Alors, je résume, elle est en présentation et la stratégie est la suivante. Je lui dis, tu commences par montrer cette image. Tu fais une pause, tu dis rien. Et là, les gens vont regarder l'image et vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous présente là? Et pendant ce temps-là, tu respires de façon abdominale pour te calmer. Et tu vas poser la question aux gens, est-ce que, j'imagine que vous pensez que j'ai fait une erreur et que c'est probablement la présentation de ma petite fille. Et là, tu fais une longue pause, une autre longue pause. Et là, tu vas dire, non, ce n'est pas une erreur, il s'agit bel et bien de ma présentation. Et encore là, tu fais une troisième longue pause et tu respires en regardant les gens avec un léger sourire. Et après, tu leur dis, ce que vous voyez en ce moment, c'est exactement comment je me sens devant vous. Mm. Tout le monde l'a applaudi, les gens ont ri et l'ont applaudi, elle a eu une ovation debout. Wow. Et elle m'a dit, Stéphane, tout mon stress est tombé d'un coup. Paf! Et Wow. après, ça a été, elle a créé de la sécurité, elle a nommé ce qu'elle ressentait, elle a senti de l'empathie, de l'accueil et de la bienveillance, elle s'est sentie en sécurité, légitime, elle y est allée. Une belle manière de créer le rapport, effectivement. C'est wow. Puis c'est tellement une bonne astuce. Nommer ce qui nous habite au lieu d'essayer de le cacher, c'est tellement libérateur. Puis ça permet de connecter avec les gens parce que les gens vont se reconnaître là-dedans. Mais c'est encore tabou. Les gens me disent, ah, mais je peux pas. Comme elle me disait, ouais, mais je suis une chimiste, je peux pas. OK, tu es en train de me dire que tu n'as jamais d'émotion. Ben non, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis une chimiste, là, c'est pas la place pour commencer. On va trouver la façon de le faire. Et là, Ouais. on a réfléchi ensemble, on a trouvé la façon de le faire. Alors, c'est d'être soi-même, puis de l'exprimer dans ses mots à soi pour créer le rapport. Moi, ce que je fais souvent en conférence, quand je vais donner une conférence devant 300, 500, 1000 personnes, quelque part dans ma conférence, parce que je mesure, j'aime beaucoup faire de la recherche avec mon équipe, je mesure. Mm. Souvent, quelque part dans ma conférence, je vais poser la question. Qui aimerait être à ma place en ce moment? Levez votre main. Je suis obligé de la reposer 2 et 3 fois parce qu'il n'y a personne qui lève sa main. Ça, je sais pas dire, tu dois avoir un pourcentage très très bas. Parfois, j'en vois 1, 2, 3, 4. Le plus que j'ai vu, et il y avait 500 personnes, j'en ai vu 4 Eh mon Dieu, c'est même pas 1%. sur 500. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça envoie comme message aux gens? Ça envoie comme message qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont inconfortables. Et j'ajoute, une fois que j'ai posé la question, alors j'imagine que vous allez me respecter aujourd'hui et être bienveillant pour moi, étant donné que vous ne voulez pas être à ma place. Et là, les gens rient. J'adore ça. Mais c'est excellent. Fait que c'est de s'amuser. Qu'est-ce que je viens de vous enseigner, sans vous l'enseigner directement, c'est de vous amuser. Amusez-vous. Ouais. C'est un jeu. On s'amuse ensemble. C'est ça, la communication. Je veux dire, c'est ça la communication à la touche Stéphane. Oui, c'est ça. C'est ça la communication pour nous. C'est un jeu, c'est un échange. L'autre analogie que j'aime bien utiliser, c'est celle du tennis. Il faut que la balle se promène. Mm. Alors, même si je suis en présentation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une présentation ou qui sont effectivement en atelier Ouais. sur le web et ils se mettent toute la pression sur les épaules de performer. Ouais, mais là, il faut que je performe. Là. Est-ce que les gens ont payé pour assister à un spectacle d'humour? La réponse est non. Est-ce que tu fais une représentation? Non. Tu échanges avec les gens. Donc, il Ouais. faut que la balle se promène. Pose des questions. Même si les gens ne te répondent pas, pose des questions. Complètement. Assure-toi que la balle se promène. Complètement. Je suis totalement d'accord. Je vois souvent les gens, moi, qui, justement, encore là, pour se mettre dans leur zone de confort, ils se mettent dans leur posture d'expert, puis là, ils en disent du stock, puis ils transmettent, puis ils enseignent, puis ils jaugent pas le pouls de l'audience. Est-ce qu'ils sont saturés? Est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils comprennent?
au lieu de, comme tu dis, jouer, avoir cet échange avec l'assistance, parce que finalement, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les gens qui sont là. Exactement. Je vois parfois ça peut être en entreprise ou des conférenciers qui sont positionnés juste au retour du lunch. Mhm. Donc, les gens ont dîné et là, pouf, il y a un atelier, une conférence ou une présentation. Alors, je dis à mon client, savoir où tu présentes, à quel moment tu présentes, c'est important parce que moi, lorsque je vais donner une formation en entreprise d'une journée, la théorie, je la garde pour le matin et la pratique pour l'après-midi. Parce que je sais très bien que les gens vont digérer, et digérer demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, ben, si tu livres de la théorie au retour du lunch, tu vas voir des gens bâiller et tu vas voir des petits yeux qui vont se fermer de temps en temps parce que les gens sont comme dans un état léthargique parce qu'ils digèrent. Donc moi, je les garde occupés. Je les implique dans différents exercices pratiques. Très bon conseil, vraiment. Pour avoir donné des ateliers d'une journée, je peux garantir que, effectivement, surtout, ça dépend de ce qu'ils mangent, mais s'il y en a qui viennent d'aller manger du fast-food, là, c'est 20 fois pire. C'est incroyable à quel point ça peut faire une différence. Des petits ajustements. Mais si on retient l'information que je viens de livrer, qu'est-ce que ça prend? Parce que les gens vont me dire, ouais, là, tu me dis ça, mais moi, je n'y penserai pas par moi-même. À la personne, c'est très simple. Pour que tu y penses naturellement, là, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai à livrer comme message? À qui? Dans quel contexte? Qu'est-ce que je connais des gens à qui je vais parler? Et en fonction des réponses que j'ai, je prépare mon message, puis j'adapte mon message. Et ensuite, je maîtrise toute l'information pour être en mesure d'avoir mes yeux et mes oreilles sur les gens. Oui, Je suis dans mon message et je raconte, puis je m'adapte selon la réaction des gens. oui, ça c'est important ce que tu viens de dire, puis je pense qu'on va finir là-dessus parce que je veux pas déborder de ton horaire, mais les gens, souvent, ils essayent d'apprendre les textes par cœur, comme si c'était effectivement une espèce d'oral ou une dictée ou je sais pas quoi, Ouais. au lieu de juste tellement avoir répété leur message que c'est intégré en eux, puis qu'ils n'ont plus besoin du PowerPoint, ils n'ont plus besoin de leurs notes. Ils, ils incarnent leur message, et là, ils peuvent être vraiment présents avec leur audience. C'est super important. C'est comme je le disais, si tu prépares ton jeu, tu t'en vas jouer au tennis d'avance, puis que sur place, tu t'adaptes pas, ben la balle va arriver à des endroits où tu n'avais pas prévu. Tu ne pourras pas la frapper. Il faut que tu aies les yeux sur la balle. Garde les yeux sur la balle. C'est souvent l'analogie que j'utilise pendant toute la formation, pas juste la séance, toute la formation. Là, pendant ta présentation, tu n'avais pas les yeux sur ta balle. Excellente analogie. Alors, amusez-vous à expérimenter, amusez-vous à communiquer, à vous observer et surtout, à la base, identifier les croyances limitantes que vous avez sur vous et sur votre communication et ne les croyez plus à partir de maintenant. Prenez un recul, mettez ça sur la table, questionnez ces croyances jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Hey, merci Stéphane pour ce tellement beau résumé. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? cfcq.ca, donc l'acronyme de Centre de formation en communication du Québec.ca, c'est notre site principal. Il y a aussi écolestéphaneroy.com, ou pour les gens qui veulent accéder à des formations en ligne, des formations de base à peu de frais, cours de communication.ca. Oui, excellent. Si vous avez des défis avec votre communication, que ce soit peu importe le médium, ce que vous avez entendu vous a allumé, je vous invite à prendre rendez-vous avec Stéphane. Stéphane est un coach hors du commun. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Si j'ai un débit un peu plus acceptable aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. En fait, non, je ne le prends pas ce que tu me dis, je te le redonne. C'est grâce à toi parce que toi, tu as décidé de. Moi, je t'ai guidé tout simplement, mais c'est toi qui as fait le travail. Ben, merci Stéphane de m'avoir aidé. Merci pour ton partage si généreux aujourd'hui. Et je souhaite à toutes les personnes qui nous regardent de découvrir ce que tu peux faire pour eux. C'est extraordinaire ce que ça peut changer dans leur vie, que ce soit dans leur famille, dans leur couple, au travail. Apprendre à communiquer, c'est vraiment, vraiment la base. Donc, merci Stéphane d'avoir été là aujourd'hui. Je te souhaite Merci, une ça a été un merveilleuse plaisir. journée. Ciao, ciao.
Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do.